Donc bonjour à tous, bienvenue dans cet astro-oracle donc, du 23 janvier jusqu'au 29 janvier. Donc on est toujours dans les énergies de la nouvelle lune en début de semaine et vraiment les aspects majeurs commencent mercredi. Alors mercredi en France pour moi c'est encore le mardi soir, on a un aspect entre le soleil et Jupiter qui font un sextile. Et surtout je pense que l'événement majeur de cette semaine c'est Vénus qui rentre dans le signe du Poisson et le même jour Mercure qui fait son carré à Chiron. Et puis on ira voir aussi les aspects de dimanche qui sont assez jolis avec le soleil en trigone à Mars et Mercure en trigone à Uranus. Donc je mettrai à la demande de certains commentaires le descriptif des aspects pour que vous puissiez vous y retrouver cette semaine. Donc tout d'abord peut-être on est dans cette énergie croissante de la nouvelle lune en Verseau qui, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, moi j'enregistre donc on est dimanche, donc le lendemain, où on a ce Vénus-Saturne conjoint, donc un petit peu quand même quelque chose qui nous libère et à la fois je trouve qui nous ramène à une forme d'exigence saturnienne comme toujours, de vraiment maintenir sa verticalité, de vraiment s'engager par rapport à nos libérations finalement, comme si justement oser se libérer est aussi un acte courageux qui nous demande quelque part de garder notre centre, surtout j'allais dire en ce moment du monde où c'est facile je trouve que l'extérieur nous impacte, nous influe, ou nos relations sont aussi marquées par ça. Et on a un sextile. Alors un sextile, c'est un aspect pour la tradition dit de Vénus, donc c'est un aspect entre guillemets dit favorable, c'est-à-dire que, je vous le répète souvent, les planètes sont témoins l'une de l'autre. Donc le Soleil est témoin de Jupiter, donc là il y a quelque chose aussi d'assez beau, je trouve, dans ce témoignage, puisque Jupiter est celui qui permet d'amplifier l'expression solaire. Alors l'ombre de Jupiter, comme toujours, ce serait le délit d'hubris, c'est-à-dire, moi je sais pas pourquoi Jupiter me fait souvent penser, vous savez, à la fable de La Fontaine, la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Le risque de Jupiter, c'est cette inflation. Mais là je trouve qu'en sextile au Soleil, c'est comme s'il y a cette invitation entre le Bélier et le Verseau d'oser quelque chose, d'oser rayonner, d'oser une expansion vers des nouveaux territoires, vers des territoires inconnus. Il y a quelque chose avec ce Jupiter en Bélier qui, je pense, n'est pas encore totalement senti. Je ne sais pas, vous pouvez mettre en commentaire. J'ai l'impression que cette peut-être ne sera senti que vraiment lors de la période du Bélier, mais là il y a encore quelque chose, même si Mars est redevenu direct, même si Uranus est redevenu direct, donc on a la plupart des planètes, d'ailleurs je crois toutes les planètes qui sont directes, donc il y a ce mouvement de la vitesse des planètes qui nous emmène dans un flot, dans l'action, dans oser, dans avancer. Donc ça sera à 4 degrés du Verseau et du Bélier, donc tous ceux qui ont des planètes en air et en feu peuvent à 4 degrés, ou en tout cas au début des premiers décans, pourront être soutenus. Mais ça nous demande, souvent le sextile pour qu'il fonctionne, ça nous demande un petit effort. Donc ça peut nous demander justement de sortir. N'oublions pas que le Verseau reste un signe fixe, donc c'est un signe parfois qui est prisonnier de certaines conceptions mentales. Et avec Jupiter en Bélier, c'est comme si on l'amenait aussi à une forme d'expansion de sa vision, à une forme d'expansion de son concept, pour essayer d'élargir justement la vision qu'il avait sur certaines choses. Et à l'ombre aussi de ce qu'on a vu avec Vénus, Saturne, il y a sans doute quelque chose par rapport à nos désirs, par rapport à nos relations, par rapport à la manière aussi dont on a envie de vivre ces désirs. Et moi, quelque chose qui me venait aussi en préparant, pour ceux qui ont reçu... Enfin non, vous n'avez pas reçu ma newsletter, mais je l'écris toujours avant de préparer. Je me disais, il y a ces deux aspects intéressants, Vénus en Poisson, qui est exaltée dans le signe du Poisson, et Mercure en Capricorne, donc dans un signe un peu plus froid, plus pragmatique, qui fait un carré à Chiron. C'est pas le premier qu'on a déjà eu ce carré-là il n'y a pas longtemps en décembre. Donc il y a quelque chose qui nous exalte dans les sentiments vénusiens, dans l'éros, et il y a quelque chose qui nous blesse forcément dans Mercure. Et Mercure, c'est the trickster, c'est celui qui nous joue des tours avec notre mental, c'est ce qu'on se raconte. Dans le Capricorne, ça peut être nos rigidités de pensée, ou au contraire les rigidités de pensée d'autrui. On a la sensation qu'ils nous mettent des flèches, ou la rigidité de pensée du monde, ou de la société.
hein. Donc il y a vraiment cette invitation, hein, à descendre, j'allais dire, dans la voie de la sagesse la plus courte. C'est quand j'avais 14 ans, quelqu'un qui m'avait beaucoup aidée à cette époque, parce que je me posais déjà des questions, m'avait dit: tu sais Caroline, la voie de la sagesse, c'est celle qui est la plus courte, elle va de là à là. Donc j'avais assez aimé, mais on va peut-être aussi quand même regarder cette Vénus en Poisson. Vénus en Poisson, elle est exaltée en Poisson, hein, elle est exaltée dans ce signe, et elle est dans le domicile de Jupiter. Donc ce que je vous disais un peu du délit d'hubris de Jupiter est valable pour une Vénus en Poisson. Vous savez, Vénus en Poisson, c'est la Vénus romantique qui se perd dans le flot de l'imaginaire. Alors la beauté d'une Vénus en Poisson, c'est qu'elle est aussi dans l'octave de Neptune, hein, puisque Neptune est le régent moderne du Poisson. Donc elle nous fait toucher quelque part l'inconditionnalité de l'éros. Elle nous demande un petit peu, moi ça me fait penser à ce que disait Platon au niveau de la beauté comme expérience transcendante. Il y a quelque chose dans Vénus en Poisson où l'objet amoureux, l'objet d'art peut être une expérience qui nous fait transcender certaines limitations de notre humanité, hein, de nos limites humaines, où on peut être touché par la grâce, où tout d'un coup on est aussi dans cette ouverture, où tous nos sens sont justement en éveil. Voilà, une Vénus en Poisson, dans son ombre, ça pourrait être une amoureuse de l'amour qui cherche, j'allais dire, une Anna Karénine tragique. Si vous avez lu Belle du Seigneur aussi, on est vraiment dans cette... où on n'est plus amoureux d'un objet réel, enfin, ou d'un sujet réel surtout, mais on est amoureux d'une fantaisie, de Stendhal, une cristallisation amoureuse de l'être aimé qui nous empêche finalement de rencontrer l'autre. Moi, ça me fait beaucoup penser, alors malheureusement, c'est un livre qui est qu'en anglais, mais il y a un livre de Robert A. Johnson, qui est un Jungien, et qui parle donc de l'amour romantique au travers du prisme de Tristan et Iseut, du mythe de Tristan et Iseut. Et il dit quelque chose, je trouve, de vraiment très très intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, il y a deux Iseut, hein, il y a Iseut the Fair et Iseut aux mains d'argent. Je ne sais pas comment on traduit Iseut the Fair. Et en fait, Tristan, à vouloir rencontrer l'Iseut céleste, il ne peut pas rencontrer, alors je ne sais plus laquelle des deux, j'aurais dû regarder mais avant de faire l'enregistrement, mais ça m'est venu en parlant, il ne peut pas rencontrer l'Iseut terrestre. Hein, et la version jungienne, c'est que finalement cette Iseut céleste, hein, et c'est valable hors genre, c'est l'anima, ou ce serait l'animus pour une femme, donc c'est quelque chose qu'on doit rencontrer en nous, c'est ce mariage, ce conjunctio opposius, hein, ce mariage des opposés qui doit se faire alchimiquement en soi pour pouvoir rencontrer l'autre dans sa réalité. Hein. Donc je trouve que Vénus en Poisson, elle sera au carré de Mars à un moment donné, elle fera sa conjonction à Neptune aussi en février, elle vient justement nous exalter dans nos sens, donc c'est beau parce que dans le Poisson on a la possibilité de se laisser dissoudre, de se laisser toucher, de se laisser happer par quelque chose, hein. Elle permet de nous décentrer, ça je ne sais pas si vous l'avez dit, il y a un livre, bon, aujourd'hui je suis très littéraire dans mes citations, enfin c'est une sociologue, Eva Illouz, qui a écrit La fin de l'amour et qui explique vraiment comment l'amour est rentré, la consommation amoureuse, dans des logiques marchandes, et qu'on ne se laisse plus décentrer par l'autre, hein. Bon, tous les oiseaux répondent aujourd'hui, on ne se laisse plus décentrer par l'autre. Et je trouve que Vénus en Poisson, elle a justement cette capacité de nous sortir hors de nous pour aller rencontrer l'autre, hein, mais avec les pièges liés à l'exaltation de Vénus dans le domicile de Jupiter, qui est cette amplification du réel, cette plongée dans l'imaginaire, mais qui est un imaginaire qui, au lieu de nous porter, et qui serait cette visualisation créatrice qui nous permettrait de voir une Vénus qui a des aspirations, mais qui tend, où le désir nous permet de tendre vers quelque chose, l'ombre de ça, ce serait vraiment prendre justement l'imaginaire ou l'irréel pour la réalité, et donc construire des chimères, être en quête d'un constant paradis perdu aussi, qui peut être des fois l'ombre de Vénus, se réfugier dans des addictions, que ce soit une addiction à l'autre, une addiction à certaines substances, pour recréer ce que le Poisson aspire, qui est de se sentir bercé par quelque chose, de se sentir... c'est cette nostalgie, moi je trouve, dans le Poisson, d'un paradis perdu, parce qu'on refuse aussi d'être ici, et c'est des fois difficile de tendre, en sachant qu'il y a tous ces plans de conscience, tout cet invisible qui nous habite, tout ce lumineux, tout ce magique, tout ce mystère, et à accepter d'être là, hein,
c'est c'est tout cet axe vierge, hein, où la Vierge nous ramène dans le quotidien, dans les petites choses du quotidien, à amener de cette transcendance. Mais une Vénus en poisson se fait happer par un rêve, se fait happer par l'amour, se fait happer par le romantisme. Donc c'est beau parce que, comme toujours, il y a ni blanc ni noir, j'allais dire, il y a soutenir les zones de gris qui, souvent pour les cerveaux arborescents, en plus c'est pas forcément très facile ces zones de gris, mais c'est vraiment nous laisser toucher, nous laisser traverser par quelque chose, nous laisser toucher par des moments de grâce, sans pour autant confondre et nous laisser, j'allais dire, complètement happés par le tourbillon de la chimère ou l'amour romantique. Et pour revenir à Tristan et Iseut, et disait, ce que disait Robert A. Johnson, je crois qu'il citait Jung dans la préface en disant que finalement l'amour romantique basé sur l'amour courtois du Moyen-Âge est aussi quelque chose qui pour la société occidentale a été la plus grande source finalement un petit peu de piège, hein. Et je crois qu'il citait Jung en disant que Jung disait que de toute façon la réponse ne pouvait être qu'individuelle. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau, c'est-à-dire que en récupérant ces parties de nous-mêmes, en allant vers ce mariage intérieur, ce serait peut-être la seule manière de pouvoir vivre Vénus dans son octave la plus haute, où elle ne se sent plus séparée de l'autre, mais sans pour autant, elle s'est complètement déportée, hein. Donc c'est vraiment le défi de se laisser décentrer, parce que sinon on reste dans une Vénus en taureau, par exemple, hein, où le taureau aime ce qu'il connaît, donc il a du mal à se laisser décentrer dans l'autre. Ou la Vénus en balance, qui serait l'autre écueil, où on est complètement dans le désir de l'autre. Là, la Vénus en poisson, hein, on dépasse cela, on se laisse dépasser, on se laisse traverser, mais c'est vraiment l'expérience amoureuse de l'amour pour nous ouvrir à quelque chose d'autre, mais qui nous ramène à nous, hein. Donc voilà, je trouve que ça va être assez beau, on va en parler puisqu'elle sera présente ce mois de février, mais voilà, j'avais envie en tout cas c'est ce qui a été traversé, puisque si c'est un astro-oracle, c'est que je me laisse aussi traverser tout en ayant un peu préparé les aspects. Et le même jour, on a Mercure carré Chiron, qu'on a déjà eu, donc Mercure en Capricorne, hein, notre monde mental est dans ce signe un peu froid, un peu pragmatique, un peu rationnel entre guillemets, et il se fait blesser par Chiron. Donc se faire blesser par Chiron, ça peut être encaré par nous-mêmes, par une situation. La flèche de Chiron, elle nous blesse et elle nous initie. Elle nous rappelle justement à quel point ce qu'on se raconte sur le réel, ce qu'on se raconte sur ce qui nous arrive peut nous blesser comme peut nous libérer, hein. Chiron nous dit que la blessure et l'antidote sont au même endroit, donc l'antidote, quand on est touché par Mercure Chiron, moi je le vois beaucoup en termes de naissance, hein. Les personnes, moi je sais que j'ai Mercure Chiron conjoint en taureau, je connais aussi beaucoup de personnes qui ont Mercure Chiron, on est souvent... On semble avoir une facilité avec les mots qui n'est pas forcément le cas dans d'autres aspects de notre vie, mais en fait cette facilité avec les mots vient, je trouve, que Mercure et Chiron sont les deux passeurs du zodiaque, donc vient de se laisser traverser par eux. Et pour se laisser traverser par eux, ça demande, ce que Chiron nous enseigne en Bélier, de déposer aussi nos identités, de déposer aussi quelque chose, ou encore plus avec Mercure, c'est renforcé par je suis malade, je suis comme ci, je suis fuyant, je suis je sais pas quoi, hein. Donc là, on nous interroge vraiment, et je trouve ça intéressant, juste quelques heures après que Vénus rentre en Poisson, il y a vraiment, si on veut se laisser traverser par le grand amour ou par le grand tout, il y a quelque chose au niveau de notre monde mental qui des fois bloque ici parce qu'on s'est raconté beaucoup de choses, parce qu'on s'est identifié beaucoup de choses, parce que les mots nous ont fait mal, ou parce qu'on utilise aussi des mots qui nous font mal, hein. Les mots guérissent et les mots créent des mots MAUX, hein. Donc il y a vraiment, je trouve, parce que c'est un processus, hein, c'est déjà un cycle qui a eu lieu, hein, lors du début de la rétrogradation de Mercure. Donc je trouve qu'il y a cette invitation là peut-être vers une voie de résolution, et cette voie de résolution ce serait vraiment comment on peut réécrire quelque chose, mais surtout comment on peut se laisser traverser par l'histoire et peut-être tout simplement accepter de ne pas des fois mettre les mots, de juste rentrer être dans le jeu, et sans pour autant toujours devoir expliquer, raconter. Vous savez, je trouve qu'il y a quelque chose en plus. Mercure, donc vendredi, il est en carré à Chiron, et forcément, ça c'est des aspects qui nous suivent, hein. Les aspects à Chiron-Uranus sont très proches.
Et ensuite, il y a un trigone à Uranus. Donc c'est-à-dire qu'en acceptant peut-être vendredi, Mercure carré Chiron, de voir là où ça nous blesse, mais pas s'identifier ni à la blessure ni à la volonté de guérison. Bon, il pleut chez moi, voilà, vous entendez des gouttes qui sont tombées. Il y a quand je disais se laisser traverser, donc là on se laisse traverser par l'eau de la guérison. Bon, et le carré à Uranus, c'est... le trigone à Uranus, désolé, c'est aussi vraiment une possibilité dans ces signes de terre d'oser bouger nos pensées, d'oser bouger nos modes de fonctionnement, d'oser bouger ce qu'on se raconte, vraiment d'oser un autre regard. Je trouve que Uranus, il nous présente toujours cette possibilité de la troisième voie. Il est un peu disturbant, donc il vient un peu nous bouger et nous dire mais si tu regardes, regarde de l'autre côté, regarde par derrière. Hein. Bon d'ailleurs c'est pas de l'eau qui tombe, c'est de la rosée, donc c'est pas la même signification, c'est pas de l'eau de pluie, c'est de la rosée du matin, hein, puisque j'enregistre ça le matin. Donc parce que je sais pas si vous avez remarqué, c'est quand même plus calme le dimanche matin tôt, il n'y a que les oiseaux. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui nous invite vraiment, en plus dimanche il y aura aussi le soleil qui sera en trigone à Mars. Hein, donc dans l'air, un Mars en Gémeaux, donc qui est dans le domaine de Mercure. Donc là, on a vraiment, en fin de semaine, alors peut-être avant d'aller dans la fin de semaine, je vais revenir à samedi. Samedi, on a aussi le soleil en carré au nœud karmique, hein, donc Verseau, carré, Taureau, Scorpion. Donc c'est intéressant, le soleil vient illuminer les nœuds qui ont cheminé avec nous depuis assez longtemps, depuis plus d'1 an, hein, puisque c'était, en effet, on a changé de nœud en janvier, je crois, l'année dernière. Donc là, ça éclaire vraiment qu'est-ce qu'on a dû abandonner comme mémoire en Scorpion pour consolider du nouveau et une nouvelle forme en Taureau. Et forcément, le Verseau vient toujours nous rappeler cet détachement, cette forme de détachement par rapport à ce qui est. Et c'est accentué, donc comme je vous le disais, dimanche, où dimanche, on a le Soleil qui est en Verseau en trigone à un Mars en Gémeaux direct, et Mercure en Capricorne en trigone à Uranus. Donc on a vraiment des énergies de mouvement, et comme le soleil est dans un signe d'air, Mercure en Gémeaux est dans le domaine de Mercure, et Mercure est en trigone à Uranus. Là, c'est comme si on nous disait, voilà, il y a vraiment une possibilité de voir différemment les choses, mais il faut acter. Hein, pour ceux qui ont du mal à se bouger, il faut poser un acte qui soit symbolique, il faut écrire, il faut aller se promener, il faut appeler cette personne, il faut poser, il faut oser communiquer. Voilà, il y a quelque chose qui concrètement est appelé à bouger et à shifter, mais ça nous demande de se mettre en mouvement. Donc voilà pour cet oracle de la semaine. J'espère comme toujours que ça vous a plu. Merci pour vos commentaires, que je réponds souvent le jour où je publie la vidéo. Voilà, je propose aussi une des séances de révolution solaire pour les natifs du Verseau où j'utilise la technique de révolution solaire qu'on connaît, hein, c'est-à-dire le soleil qui revient à sa position de naissance et qui dessine un autre thème, mais que je lis toujours en superposant au thème de naissance, sinon je trouve que c'est un peu lettre morte. Et aussi la technique des profections annuelles, qui est une technique hellénistique, où chaque année solaire, en fait, vous activez un champ d'expérience basé sur un système de signes entiers, et ça permet de déterminer quel est le Time Lord, le seigneur du temps de votre année, donc la planète. Et en fait, ce qu'on regarde ensuite, c'est une technique très intéressante, vraiment, qu'on peut aussi... Il faudrait faire un atelier même bibliographique de ce qui s'est passé... parce que c'est tous les 12 ans forcément qu'on active le même champ d'expérience. Et ensuite c'est intéressant de voir la planète Time Lord, quels aspects elle fait dans le natal, ça va être montrer un petit peu l'agenda de l'année, et comment ensuite ça s'exprime dans la révolution solaire, et ce qui fait quand même comment on pourrait dire, ça crée une précision, je trouve, voilà, entre le moderne et l'ancien. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle semaine, un bon dimanche si vous regardez dimanche, et n'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Et voilà, et donc je mettrai les aspects de la semaine dessous. Voilà, vous me direz ceux qui m'ont demandé si ça vous va. Je vous souhaite à tous une belle semaine, à la semaine prochaine.